tous, merci de vous joindre à nous. Le président de la République à la Maison du Peuple ce 1er mai, où il a présidé la célébration de la Journée internationale des travailleurs, revalorisation des pensions et allocations de retraite entre 10 et 15%, relèvement prochain du SNMG, le salaire minimum garanti, ainsi que de nouvelles augmentations des salaires. C'est en somme les principales annonces faites par le président de la République en ce 1er mai. Abdelmadjid Tebboune y est aussi revenu sur les nombreux acquis des travailleurs entérinés depuis près de 4 ans maintenant pour préserver la protection sociale, notamment des catégories les plus vulnérables, et annoncer le retour des réunions tripartites et l'activation d'un vrai dialogue social pour la relance socio-économique et la préservation de l'outil de production nationale. On reçoit pour en parler ce soir Madame Mokadam Habiba, sous-directrice de la législation du travail au ministère du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir à vous, je vous remercie pour l'invitation et par la même occasion, je souhaite une bonne fête du travail à tous les travailleurs algériens. Merci beaucoup. Merci. Avec nous également Monsieur Amar Takjoud, secrétaire général de l'UGTA, l'Union Générale des Travailleurs Algériens. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation avec la journée chargée que vous avez eue aujourd'hui. C'est moi qui vous remercie de l'invitation. Alors, on va revenir avec vous justement sur les déclarations du président de la République qui marquent ce 1er mai avec une série d'annonces importantes. Il y avait déjà des acquis socio-économiques, socio-professionnels pour les travailleurs égrenés, je le disais, durant ces 4 dernières années. Que représente aujourd'hui cette sortie médiatique du président de la République? C'est qu'il y avait des revendications qui ont été prises en charge, mais il y avait aussi des attentes, c'est ça? Oui, et les travailleurs, ils sont en attente. Toujours. Toujours. Ouais. Et ce n'est pas le propre de notre pays, mais tous les travailleurs du monde ont tendance à être en attente. Parce que le problème de l'amélioration du pouvoir d'achat reste un sujet qui est traité par l'ensemble des gouvernements, et c'est le souci premier des gouvernements. Ça veut dire que vous avez et le pouvoir d'achat et les emplois, ce qui est trait au chômage, etc. Donc c'est des questions qui reviennent. Pratiquement, c'est des situations à géométrie variable. Vous avez des moments où il y a des réponses aux attentes, mais par la suite, les situations financières au niveau international, régional, la situation inflationniste des pays rattrape vite toutes les tentatives et les mesures que les gouvernements prennent au profit des travailleurs. Donc, ça revient, ça se discute, et c'est tout à fait normal. Et je trouve que notre pays n'échappe pas à cette règle. Donc ces annonces, elles viennent à point nommé avec ces mutations socio-économiques dans le monde et dans notre pays. Madame Mokadam, votre réaction sur ces déclarations? Je pense que les déclarations de Monsieur le Président de la République, Monsieur Abdelmadjid Tebboune, ne sortent pas du cadre de la politique sociale du pays. Politique sociale qui a été consacrée par la proclamation du 1er novembre 1954, ainsi que par les dispositions de la Constitution de 2020. Notamment le renforcement, la préservation du pouvoir d'achat. Et partant de cette optique, le gouvernement alloue toutes les ressources possibles au profit de la classe à faible revenu et des catégories vulnérables. Toutes les mesures prises, à savoir l'augmentation du salaire national minimum garanti, la revalorisation des salaires, la revalorisation des retraites, l'instauration de l'allocation chômage, les mesures prises afin d'alléger les charges fiscales, toutes ces mesures prises dans un contexte très difficile, marqué par le passage de la pandémie du coronavirus, qui a frappé bien sûr tout le monde entier, et même les pays les plus développés ont été touchés. Donc les décisions prises dans ce contexte très difficile sont des décisions très courageuses, je dirais même on peut les qualifier d'historiques. Ces décisions qui ont contribué à renforcer le pouvoir
pouvoir d'achat, à préserver les acquis sociaux, à renforcer le front social, ont contribué largement à la stabilité du climat social du pays. Oui, c'est d'ailleurs l'objet de ma prochaine question. Est-ce que cette batterie de mesures a, vous le disiez, renforcé le Front national, apaisé le climat social, mais aussi en termes de climat de travail, est-ce qu'il est plus apaisé, est-ce qu'il est plus renforcé aussi pour les travailleurs? Je pense que le climat social est très stable ces derniers temps. Par exemple, en 2023, aucune grève à caractère national n'a été enregistrée, à l'exception de quelques grèves locales au niveau des entreprises et des lieux de travail qui n'ont pas eu d'impact direct sur le citoyen ou bien sur le fonctionnement du service public. Monsieur Takjout. Enfin, le climat, s'il faut l'apaiser, ce n'est pas uniquement l'augmentation de salaire. Ça. Il y a la culture du dialogue. Est-ce qu'il faut encore travailler peut-être? La culture du dialogue, il faut qu'il y ait de l'anticipation dans nos rapports avec nos partenaires. Il faut qu'on se concerte autant de fois. Il faut être dans l'action et non dans la réaction. C'est ça qui est dramatique. En réalité, souvent, on n'est pas dans l'action, on est dans la réaction. On réagit vite aux problèmes, on réagit vite aux grèves, on réagit vite. Or que la démarche première, c'est d'être dans l'action. C'est-à-dire on crée des conditions, on essaye d'être en amont beaucoup plus. Mais et concrètement, comment c'est dans ça? l'anticipation. Le dialogue social, il faut trouver des mécanismes, il faut trouver des outils pour qu'on puisse se retrouver. Moi, tout à l'heure, j'étais en train de parler au président sur la question d'un conseil national de travail. Pourquoi pas? Un conseil national de travail peut traiter de la législation de travail, du droit du travail. Donc on anticipe, on évite. Avec qui exactement? Pour les partenaires Non, pas avec les partenaires, notamment les employeurs, les syndicats employeurs d'un côté et les syndicats travailleurs d'un autre. Et c'est les deux parties qui doivent discuter de la traduction de la législation de travail, aider à une meilleure compréhension de la législation de travail, traduire et retrouver les insuffisances et faire des propositions à l'exécutif, essayer d'anticiper sur les conflits, éviter le recours à la justice avec des décisions qui sont prononcées au profit des travailleurs et qui ne sont pas appliquées sur le terrain. Tout ça doit être discuté en amont. Ça veut dire qu'il faut permettre aux opérateurs économiques comme aux syndicats à discuter, à apprendre à discuter. Excusez-moi, Monsieur Takjout, on doit marquer une pause pour l'appel à la prière. On revient tout de suite. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صدق الله العظيم الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة
على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده. C'était là donc l'appel à la prière pour Alger et ses environs. On revient avec vous, Monsieur Takjoud. Vous parliez avant de ce conseil, de cette proposition, Conseil national de travail. Ce serait un mécanisme de dialogue permanent, c'est un peu ça. Qu'est-ce qu'en a pensé le chef de l'État? Écoutez, le chef de l'État a accepté, il acceptera toutes les propositions. De ce que j'ai vu et de ce que j'ai ressenti, Il est réceptif. il est très réceptif à l'ensemble des problèmes. L'essentiel qu'on arrive à discuter. Vous avez des propositions, vous les mettez sur la table et vous engagez la discussion. Ça, sur ce principe-là, il n'y a pas de problème. Maintenant, c'est des chantiers qu'il faut ouvrir pour engager la réflexion autour. Parce que c'est un petit peu... C'est l'essence même du dialogue social. C'est quoi le dialogue social si on ne discute pas de tous les problèmes? Et ça pourrait mieux préparer les tripartites Bien évidemment. Concernant ce volet de législation, etc., c'est un concept. J'ai rien inventé, ce n'est pas mon invention. C'est ce que j'ai remarqué, j'ai vu dans d'autres pays qui sont un petit peu très avancés sur les questions démocratiques, sur les questions du dialogue social. Pas tous, mais il y a des pays qui sortent du lot et qui organisent leur pays qui avancent mieux sur certains sujets. Ils avancent sensibles. mieux parce que vous avez d'un côté, c'est un mini-conseil, c'est comme le CNES, c'est comme un petit parlement. C'est une bipartite. Vous avez d'un côté des confédérations les plus représentatives, d'un côté syndicales, travailleurs, et vous avez des confédérations patronales les plus représentatives, d'un autre. D'un côté comme de l'autre. Et ce conseil, il peut être constitué de 35, de 45, de 55, ou je ne sais pas, le nombre, peu importe. Ça veut dire l'essentiel que les deux parties sont là. Il traite un petit peu de tout, mais uniquement de tout concernant la législation de travail. Ça veut dire il regarde un petit peu l'ensemble des articles, leur traduction, leur interprétation, les problèmes, les conflits. Ils ont un avantage, c'est que c'est un conseil de proposition. Ça veut dire qu'il peut aussi proposer des amendements, des changements, des aménagements à l'exécutif. L'essentiel... Qui peuvent éviter les crispations. Bien évidemment, l'essentiel que ce conseil aboutit à un consensus. Et souvent, quand il n'y a pas de consensus, les gouvernements ne tranchent pas. Ils invitent le Conseil à reprendre les dossiers, à reprendre la discussion et retrouver un petit peu un consensus entre eux. Ça, c'est important. Ça veut dire qu'on réapprend à tout le monde à ne pas aller vite, à ne pas chercher à bâcler, mais à chercher des solutions, à chercher le consensus pour essayer d'éviter les problèmes, les conflits, le recours à des tribunaux, etc. Tout ça, c'est pas une mauvaise chose. Le conflit dans on va suivre etc. la Donc matérialisation. Moi, je pense que c'est un sujet à méditer. Oui. On va suivre en tout cas la matérialisation, peut-être. Exactement. Il faut engager une réflexion, c'est pas une mauvaise chose, de dire quel type de conseil, quel type de rencontre, quel type par rapport à la sociologie, bien évidemment, culturelle, etc. Donc on ne va pas calquer carrément les choses, mais moi je pense que ça vaut le coup de chercher
des pistes assez Oui, de réflexion importante. On va un petit peu avancer et je vous invite d'ailleurs à écouter la première annonce importante du président de la République. C'est l'augmentation des pensions et allocations de retraite à un taux compris entre 10 et 15%. C'est une première. Et qui seront ces augmentations validées dès le prochain Conseil des ministres? زين نبلغكم وانتم اول من يسمعها ان مجلس الوزراء يوم الاحد ان شاء الله ربما يتاجل بيومين، ايوا الاحد يكون 2 ولا 3 باش نقرر الزياده في لي روترات. الزياده في لي روترات تكون ما بين 10 15% ان شاء الله. هذه انتم ما طلبتوهاش، ولكن فيه ناس راهم يفكروا فيكم، لان كما ما قلت انا منطلق نتاعي ان انتم الاساس تاع الجمهوريه. Alors, Madame Mokadem, ces augmentations, elles viendront s'ajouter aux augmentations annuelles sur les retraites. Oui. Déjà, entre salariés, oui. Tout à fait, entre salariés et non salariés. C'est un autre engagement du président de la République tenu aujourd'hui pour préserver encore une fois ce pouvoir d'achat des franges les plus vulnérables. C'est vrai que les déclarations du président, de Monsieur le Président Abdelmajid Tebboune, ne sont pas une surprise. Si on survole les dernières augmentations, par exemple des retraités, la revalorisation des pensions de retraite en ont bénéficié 2 987 000 retraités. Concernant la revalorisation annuelle, en mai 2020, le taux de revalorisation variait entre 2 et 7%, avec une incidence financière de 44 milliards de dinars. En mai 2022, revalorisation au titre des années 2021-2022, le taux de revalorisation variait entre 2 et 10%, avec une incidence financière de 90,4 milliards de dinars. En mai 2023, le taux de revalorisation variait entre 3 et 5%, avec une incidence financière de 52 milliards de dinars. Concernant la revalorisation exceptionnelle, en mois de janvier 2023, les bénéficiaires ont atteint 2 987 184 bénéficiaires. Il est important de noter que le Trésor public et les institutions de sécurité sociale ont réservé durant les 4 dernières années une couverture financière avoisinant les 600 milliards de dinars pour préserver le pouvoir d'achat des retraités. Oui. Monsieur Takjout, c'est encore une fois la réaffirmation du caractère social, vraiment, Oui, mais en direction des retraités particulièrement. j'aurais aimé reprendre aussi ce qu'il a dit. Il a parlé qu'il faut avoir une économie forte pour préserver les grands équilibres, Oui. parce que sinon ça ne sert à rien. Et l'économie, elle a une importance capitale. Là, il n'a pas cessé de le dire. Il a parlé de l'évolution de l'agriculture, de la relance économique, et qu'il y a lieu de renforcer, d'essayer de faire avancer. Parce que jamais tout ce que nous... C'est vrai, on peut capitaliser, valoriser les grandes décisions, mais c'est-à-dire que s'il n'y a pas un suivi économique, il y a un risque. Oui. Surtout qu'il faut aujourd'hui trouver de nouveaux financements pour la CNR. Exactement. Et les financements, quel type de financement? Oui. Comment on doit trouver des financements? Où on doit les trouver? Ça veut dire on va chercher dans la fiscalité pétrolière? Non, il faut qu'il y ait une activité économique dense, forte, qui répond à ce besoin. Donc, toutes ces questions, on ne devrait pas faire l'impasse sur la question économique et réapprendre aussi à expliquer aux travailleurs que c'est seul le travail peut aider et renforcer les mécanismes du pouvoir d'achat. Et on a tendance à laisser de côté. D'ailleurs, c'est un défaut chez nous en tant que travailleurs. On fait beaucoup plus de demandes d'augmentation, d'amélioration, d'augmentation, mais personne ne pose la question comment financer ces demandes, et personne ne cherche si vraiment notre travail est porteur
de valeur ajoutée, De richesse. gain, de richesse. Donc moi je pense qu'il faut aussi recadrer un petit peu la communication. Il faut réapprendre à communiquer avec les travailleurs, avec les citoyens, de dire tout ce qu'on demande ne peut être atteint que par le travail et par la production et la productivité. Mais vous l'avez dit vous-même aujourd'hui, hein. Syndicaliste que je suis, je ne peux pas occulter ça et je ne peux pas mettre de côté le travail. Parce que ça, aujourd'hui, c'est la journée du travail avant qu'elle ne soit journée du travailleur. Tout à fait. Mais vous l'avez dit aujourd'hui d'ailleurs à cette cérémonie du 1er mai que au niveau en tout cas de l'UGTA, vous n'aviez rien demandé. Ces revalorisations et ces augmentations ont été décidées par le président de la République et qu'il y a aujourd'hui la possibilité de le faire. Vous l'avez dit vous-même. Hein. Ça serait malhonnête de notre part de dire que nous avons demandé quoi que ce soit. Oui. Ça fait des années qu'il y a eu des actions envers les travailleurs sans pour autant que les syndicats ne posent le problème ni revendiquer quoi que ce soit. Moi je parle de l'UGTA, je ne parle pas d'autres syndicats, chacun essaye d'organiser, d'évaluer son bilan. Oui. Et moi je dis à l'UGTA, on n'a pas fait beaucoup d'efforts pour être le porte-voix des travailleurs. Pour quelles raisons, selon vous? Écoutez, ça Vous avez arrive, parlé des institutions et de certaines commissions, en tout cas de l'UGTA, qui sont vieillissantes, qu'il va falloir restructurer, réformer. Mais pour quelles raisons, finalement, les syndicats ne à l'égard de l'UGTA, ça veut dire qu'il faut reprendre maintenant les espaces de discussion parce que le militantisme, c'est la confrontation des idées, c'est l'essence même du militantisme, c'est la confrontation des idées, c'est l'échange des idées, c'est par le biais de ces échanges, de cette discussion entre syndicalistes et entre travailleurs qu'on arrive à produire des idées, à produire des arguments, à produire des programmes, etc. Mais quand il n'y a plus cet espace, il n'y a plus de discussion, il n'y a plus de confrontation, il n'y a plus, ça veut dire il n'y a rien. L'aboutissement, c'est la mort. C'est un syndicat qui est mort. Ça veut dire que c'est un syndicat qui est là, et il a juste l'intitulé. Alors, qu'est-ce que vous en dites, vous, de la défense de l'intérêt moral dans une organisation? Vous dites d'ailleurs que les syndicats n'en parlent pas, ne luttent pas pour les conditions morales. Quelle signification on peut dire aujourd'hui et quel sens on peut donner à cette défense de l'intérêt moral? Mais M. Tagjout, est-ce que la priorité n'est pas finalement financière d'abord? Et lorsqu'on réglera ces problèmes-là, on passera peut-être à des considérations différentes. Ça dépend. Maintenant, si je vous inviterai demain à quitter votre boulot, si vous êtes bien épanoui pour 20% en plus ailleurs, vous direz non.
Je suis bien, je suis épanoui, je sais très bien. Oui. C'est pas les 20% qui m'intéressent. Moi, je suis la tranquillité là où je suis. Donc, ce n'est Oui, pas c'est financier. important. Donc il faut tout à fait créer, important. ça c'est un problème, c'est pour ça que je parle du moral, il faut créer aussi des conditions, parce que la question salariale ne règle pas tous les problèmes et ne résume pas que c'est la vie sociale d'un salarié. Un salarié, moi j'ai des souvenances où beaucoup de salariés ne changeraient en rien, même pour tout l'or du monde, Oui. leur place pour changer ailleurs, parce qu'ils sont très bien, ils sont bien. Maintenant, le côté syndical, j'apostrophe les syndicalistes et les travailleurs qui sont syndicalistes, je suis désolé, il y a énormément de problèmes dans les entreprises. On a beaucoup de Qui ne salariés sont pas pris en charge par les syndicats, c'est ce que vous Oui, dites. il y a beaucoup de salariés qui sont psychologiquement abîmés Oui. et qui refusent d'aller travailler et qui ça coûte énormément à la caisse de sécurité sociale parce qu'il y a énormément de maladies et personne n'en parle. Et moi, je trouve qu'un cadre où on doit discuter, on doit aussi faire des calculs. Ça coûte combien? Ces problèmes coûtent combien? Oui. Parce que c'est une perte de production, évidemment. Une perte, et en même temps, on perd des salariés, des compétences. Une fois abîmés, c'est foutu. Oui. Donc il y a, je pense qu'il faut avoir le courage de poser tous les problèmes et de dire que la façon de faire du syndicalisme n'est pas la bonne. Oui. La façon de gérer aussi, ce n'est pas la bonne. La façon dont on est en train de se concerter, ce n'est pas la bonne. Donc une espèce de rééducation syndicale, c'est ce que vous reprendre recommandez. de tout. Il faut avoir ce courage de le dire. On n'a pas le droit de ne pas le dire. On n'a pas le droit de ne pas essayer de le faire. Oui. On n'a pas le droit de. Donc il faut s'y mettre. Et il y a des compétences. Il y a des gens qui sont fatigués parce qu'ils ont essayé d'expliquer, etc. Parce qu'il y a énormément de personnes qui ont beaucoup de talent et qui ont été dégoûtés, laissés de côté, etc. Moi, je pense que la société n'a pas besoin de ce rythme, de cette façon de faire, de cette manière. C'est contre-productif de toute C'est façon. contre-productif, On va avancer, Monsieur Takjout, avec cette prochaine déclaration du président de la République qui a rappelé les nombreux acquis socio-économiques des travailleurs au cours de ces dernières années et annoncé le relèvement du SNMG et de nouvelles augmentations salariales. On l'écoute. مرتب لأقل من 30,000 دينار ما يدفعش ضرائب ولا الرسوم. مع اللي نرفع له المرتب تاعو إلى 50,000 60,000 دينار يدفع الضريبة تاعو. ولكن في الوقت الحالي ما يخلصش. لحد الآن الأجور رفعناه نزيد نرفعه إن شاء الله. لما كل هذه السياسة اللي نصرت فيها أمامكم جزئياً تعطي النتيجة نتاعها في الميدان في الضرائب في الحسابات الوطنية لا كونتابيليتي ناسيونال أنا نلتزم برفع آخر للأجور للمرتبات وإلى آخره. Madame Mokadem, alors cet engagement du président de la République, c'est un nouvel engagement pour le relèvement du SNMG. Le SNMG ayant une forte symbolique, lorsqu'il est reconsidéré à la hausse, il l'a déjà été par le passé, de 18 000 à 20 000 dinars. Aujourd'hui, le président s'engage, on ne sait pas encore avec quel taux. Et puis, les augmentations salariales, c'est un processus finalement qui n'a pas encore abouti. On reste dans ces palier à chaque fois d'augmentation salariale. C'est bien ça. C'est vrai que les augmentations des salaires ont connu des augmentations successives, progressives, lors des 4 dernières années. Alors l'augmentation, il y a 2,8 millions bénéficiaires, dont 90% fonctionnaires et 10% de contractuels. L'incidence financière des années 2022-2023 est de 560 milliards de dinars. L'augmentation a atteint entre 2020 et 2024 un taux de 47%. Oui.
47%, bon, c'est très technique, hein, mais ça réunit tous les paliers finalement qui ont été ajoutés les uns aux autres Bien sûr. pour atteindre ce taux et cette incidence évidemment sur les salaires des fonctionnaires. Le président de la République parle d'un critère finalement de ces engagements, particulièrement pour les augmentations de salaire qui seront tributaires donc de la comptabilité de l'État. Bien évidemment. C'est ce que vous disiez un peu. Hein. Il s'agit de la fonction publique, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des rentrées, il faut que le Trésor soit à même de répondre à ces grandes décisions. Il faut que ça soit... Et ça ne peut pas être, ça veut dire qu'il faut attendre maintenant les rentrées fiscales pétrolières qui soient assez intéressantes. Abondantes, oui. Ou sinon, il faut... L'aide qu'on peut apporter au chef de l'État aujourd'hui, c'est de suivre un petit peu son orientation. Il faut qu'on soit à même d'avoir une agriculture très forte, qui est capable d'aller vers d'autres marchés. Il faut avoir une industrie, une agro-industrie, une industrie de la manufacture, une industrie des technologies. Il faut qu'il y ait de l'activité, il faut créer de l'activité. C'est à travers ces activités économiques. Parce qu'il y a un problème. Ça, il ne parle que de la fonction publique. Oui. Qu'est-ce qu'on dit du secteur économique Privé. J'allais vous poser la question. Privé. Il y a des appels justement pour opérer une forme d'équité sociale. Vous ne pouvez pas demander à une entreprise... mais il y a des mesures incitatives, M. Takjout. Oui, si les mesures incitatives, ça reste aussi minime. Ça veut dire qu'en réalité, rien n'est donné... gratuitement, ce n'est pas une volonté de l'entreprise, c'est pas sa richesse, oui. c'est beaucoup. Mais qu'est-ce qu'il faudrait alors? Il faudrait il une intervention directe de l'État, c'est pas possible. Il faut créer les conditions que notre économie avance. Pourquoi? Vous avez aujourd'hui, on n'a même pas essayé de faire un diagnostic aujourd'hui. Il faut le faire. Quelles sont les entreprises qui ont les moyens et qui peuvent payer? Il y en a beaucoup. Et quelles sont les entreprises qui moyennement ils peuvent suivre? Est-ce que vous ne pensez pas que les opérateurs économiques rechignent un petit peu à suivre cette tendance? Moi, je pense que les opérateurs économiques, il faut engager des discussions avec eux. Ils ont leurs contraintes aussi. Il y a beaucoup d'entreprises déstructurées qui ont des difficultés. Il y a des entreprises qui ont des difficultés partielles. Et moi, je pense qu'il faut en discuter avec eux. Quels sont les problèmes? Est-ce que c'est le marché? Est-ce que c'est l'environnement économique? Est-ce que c'est la charge de la fiscalité qui est très lourde? Est-ce que c'est les impôts? Non, on ne discute pas beaucoup. Ça veut dire qu'il faut discuter pourquoi les entreprises trouvent des difficultés à avancer pour certaines. Mais quand il y a des mesures, tout de même, je reviens sur ces mesures incitatives fiscales et parafiscales, on peut quand même espérer de ces opérateurs qui fassent un petit effort. Mais ça reste aussi un sujet qu'il faut aborder, traiter. Pourquoi? Parce qu'il faut traiter la cause. Oui. Pourquoi? Avec toutes ces mesures incitatives, et les choses n'évoluent pas normalement. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Est-ce que ces mesures ne sont pas adaptées? Est-ce que ces mesures ne sont pas très... encourageantes? Il faut... Moi, je pense que le mérite de ces chefs d'entreprise sont organisés pour la plupart en syndicats. Il faut engager des discussions. Justement, le secteur économique est très peu représenté par les syndicats. On va y revenir tout à l'heure. Allez-y, vous voulez ajouter quelque chose? Excusez-moi, vous avez parlé tout à l'heure d'équité sociale. Oui. L'équité sociale, elle existe. Le secteur économique est régi par des dispositions conventionnelles et contractuelles. Oui. Ces augmentations vont être discutées en interne au sein de l'entreprise, dans un cadre de dialogue social, de négociation sociale, pour accéder, pour avoir ces augmentations. Ça veut dire, au même titre que les fonctionnaires, bien sûr. les travailleurs de la fonction publique. Je pense que ce n'est pas assez inégal. Les entreprises ne se ressemblent pas. Oui. Il y a des entreprises qui peuvent engager. C'est vrai, c'est par rapport... Et d'autres qui ne peuvent pas. Justement, certains soulèvent ce problème précis. On va donner simplement aux riches et ne pas regarder les pauvres, c'est pas très... pas très équité sociale. Voilà. Donc il faut... C'est pour ça que je suis en train de dire qu'il y a... C'est vrai qu'il y a des mesures, c'est vrai qu'il y a énormément de choses, d'efforts que l'État a fournis
auprès des entreprises. Mais maintenant, il faut faire un bilan, faire une halte, essayer de voir pourquoi ça n'a pas marché. Pourquoi ça n'a pas marché pour certains, pourquoi ça a marché pour d'autres, et tirer les conclusions les plus justes. Oui. Parce que si on ne le fait pas, on va continuer comme ça à chaque fois à accompagner des mesures incitatives. Parce que qu'est-ce que vous allez dire à une entreprise qui boucle difficilement ses fins de mois? De quelle augmentation on peut parler si elle arrive difficilement à payer les salaires? Et elle a la contrainte aussi morale de ne pas licencier les salariés, de faire un plan social, etc. Donc il y a aujourd'hui, moi je pense que on ne doit pas faire l'économie de la discussion et de la concertation autour de ces En fait, points. c'est finalement la clé de tous les mots dans ce secteur dialogue. particulier. C'est le dialogue. C'est le dialogue. C'est le dialogue. On va en reparler justement. Je voulais revenir avec vous, Madame Mokadem, sur les mesures qui sont moins visibles dans l'économie du travail. Ces mesures sociales de ces dernières années qui continuent de produire leurs effets avec les plus de 500 000 travailleurs intégrés au secteur du travail, dont 200 000 dans justement le secteur économique. Quels sont, alors, selon vous, les domaines d'activité qui ont absorbé ces travailleurs dans des emplois stables, permanents? Bien sûr. Et quel peut être l'impact, selon vous, de ces résultats sur la courbe du chômage chez nous? Vous voulez parler du mécanisme d'insertion professionnelle et l'insertion sociale. Oui. Alors, ce mécanisme, il y a eu une insertion, conformément à ce mécanisme, conformément au décret exécutif numéro 19-336 du 8 décembre 2019, portant intégration des bénéficiaires des dispositifs d'aide à l'insertion professionnelle et à l'insertion sociale. Alors, il y a eu plus d'un demi-million de bénéficiaires de ces dispositifs ont intégré des postes de travail permanents. La majorité ont été intégrés au sein des institutions et administrations publiques. Les domaines exactement... C'est un peu plus de 300 000. C'est bien ça. 200 000 pour le secteur économique. À titre d'exemple, et jusqu'au 13 septembre 2023, d'un nombre global de 327 602 bénéficiaires du dispositif d'aide à l'insertion professionnelle DAIP, 321 503 ont été intégrés au sein des institutions et administrations publiques, ce qui nous donne un taux de 98,74%. Il y a eu également la reconduction des contrats de dispositifs d'insertion sociale à des contrats à durée indéterminée à temps partiel au profit de 175 737 bénéficiaires. Bien sûr, ces mesures contribuent à la réduction du taux de chômage. Oui. Et parmi justement ces mécanismes d'insertion sociale et professionnelle, il y a cette allocation chômage qui, elle aussi, a été revue à la hausse de 13 000 dinars. Oui. Elle est passée à 15 000 dinars. Et elle a été pensée justement, pas seulement comme une espèce de pension qu'on donne à ces jeunes au chômage, mais aussi comme un outil d'insertion, comme je le disais, et pour accompagner les demandeurs d'emploi vers les meilleures opportunités de travail selon leurs compétences. Bien sûr. L'allocation chômage qui a été instituée par la loi de finances 2022 au profit des chômeurs primo-demandeurs, qui a été fixée à 13 000 dinars et réévaluée plutôt suite aux instructions de Monsieur le Président à 15 000 dinars, et cela afin d'assurer une garantie de subvention aux besoins de ces jeunes en dépenses mensuelles jusqu'à l'obtention d'un poste de travail. Alors ce mécanisme leur garantit une couverture sociale, c'est très important. Il leur permet aussi de bénéficier d'une formation correspondante à leur profil, ce qui va augmenter leurs chances d'employabilité. Par ailleurs, ce dispositif permet de disposer d'une main-d'œuvre qui va répondre aux besoins du marché du travail et qui, notamment, en ce qui concerne les postes d'emploi qui manquent de main-d'œuvre qualifiée. Mmh. Voilà. Monsieur Tagjout, il y a aujourd'hui ces efforts de l'État pour diriger la jeunesse, les jeunes travailleurs vers l'entrepreneuriat en général, l'auto-entrepreneuriat. On a l'Agence d'appui et de développement de l'entrepreneuriat qui annonce le financement en 2023 de près de 9 900
projets et elle en reçoit encore des dossiers. Cela nous renvoie à aussi réétudier la législation pour les nouveaux métiers, la législation du travail pour ces nouveaux métiers, puisque ça va ouvrir forcément des perspectives vers des métiers, des domaines en tout cas inexplorés. Il y a énormément de choses à faire autour de ces auto-entrepreneurs, des emplois des jeunes. C'est quelque chose qui est déjà effectif. C'est déjà des choses qui sont effectives, mais il faut y aller encore plus loin. Ça veut dire qu'il faut revoir un petit peu le côté. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons une transition climatique qui est là. Nous avons des situations, parce qu'il ne faut pas s'exclure, il ne faut pas ne pas en discuter. Quels sont les métiers de demain? Parce que nous allons perdre des métiers et nous allons encore former d'autres métiers. Donc, c'est aussi un débat. C'est aussi un débat, ne pas rester en marge. L'ensemble des sociologues, les syndicalistes, pourquoi j'en parle? Parce que peut-être quelqu'un va m'écouter en disant mais qu'est-ce qu'il a à parler du climat? Non, les syndicalistes de Parlement en parlent. Et nous sommes membres de l'organisation internationale syndicale et ça nous arrive souvent de nous retrouver autour d'une table à discuter. Et bien, nous sommes out, nous sommes loin de la réalité parce qu'il n'y a pas des syndicalistes qui n'en parlent pas. Et nous, aujourd'hui, on n'en parle pas. Dans le syndicat, on n'en parle pas. Et dans l'espace public, on n'en parle pas beaucoup. On ne s'y intéresse pas beaucoup. Or, il y a énormément de problèmes à travers le climat. Il y a beaucoup de sujets autour du climat. Il y a, regardez aujourd'hui, la voiture électrique. Demain, les voitures thermiques vont disparaître. Combien de métiers vont disparaître? Et combien de métiers on va former aussi pour... Donc il y a des sujets, on ne doit pas se dire on est loin, c'est pas notre problème. Non, c'est notre problème. Il faut anticiper sur les problèmes et ça ne coûte pas, ça nous coûte un petit peu de temps. Ça ne coûte pas. Donc faire l'économie de ne pas en discuter, c'est quelque chose qui ne convient pas à l'actualité. Donc voilà, moi je pense que tout ce qui se fait aujourd'hui, c'est bien, c'est bon, etc. Mais il y a lieu aussi de penser à autre chose et de penser de ne pas... Parce que vous savez, madame, les petites entreprises, les toutes petites entreprises, vous pouvez créer 100 000 et vous pouvez perdre 50 000 en une année, et vous pouvez recréer 50 000 autres. Ça veut dire, ça y va et ça revient. Parce que personne ne peut dire que les entreprises qu'on crée vont rester éternellement. La vie de l'entreprise, vous créez, il y a des entreprises qui disparaissent et d'autres qui arrivent. Donc, ça reste une discussion d'actualité et tout le temps. Donc pour vous, aujourd'hui, finalement, la clé de voûte de tous les soucis dans ce secteur, c'est le dialogue. Ça passe par là et qu'il faut réapprendre à dialoguer. Ça tombe bien puisque on va écouter la troisième déclaration du président de la République et qui enjoint notamment la centrale syndicale à reprendre les réunions tripartites pour réinitier, dit-il, le dialogue social avec des résultats probants, concrets. On l'écoute. لقد كان لنا شبه اقتصاد يدعون الاقتصاد ما الاقتصاد وثلاثية وهذا أنا شاطر الرأي تاع السي عمار لما يتكلم على آليات جديدة منها الثلاثية شريطة أن لا تكون مثل الثلاثيات اللي فاتوا. واللي يدفعوا الثمن هم العمال. لا احنا كل ما نجعل أمورنا شورى بيننا ما نغلطوش. Alors, M. Takjout, quels sont ces mécanismes nouveaux qui pourraient rendre ces rencontres tripartites beaucoup plus efficaces? Écoutez, moi je pense qu'il faut avoir de la volonté à discuter avec ses pairs, avec l'ensemble des acteurs. On a commencé à discuter avec les syndicats indépendants. On les invite, on échange, on se concerte, parce que nous avons un point commun, c'est celui de la défense de l'intérêt moral et matériel du travailleur. Si on arrive, nous, à discuter avec des syndicats concurrents qui sont indépendants,
Oui. Ça veut dire qu'il y a possibilité de discuter, y compris avec les autres. Donc c'est sur l'UGTA que va retomber cette responsabilité de réinitier le dialogue avec les syndicats autonomes. C'est ce que Bien, vous dites. bien évidemment, on discute, on a engagé des discussions, on le fait, on a ils ont leur méthode de travail, nous avons les nôtres, mais l'aboutissement de tout travail, c'est l'intérêt du travailleur qu'il représente, que nous représentons aussi chacun de son côté. Le problème, c'est, moi je suis en train de dire, si on est arrivé à se parler, c'est possible de se parler avec les autres. Ça n'était pas possible jusque-là? Avant, non. Une forme de rupture, oui, il n'y avait pas de discussion. Il y avait une sorte de concurrence, de chamaillerie, Oui. Et ce n'est pas, c'est contre-productif. Ça ne peut pas aller loin. Donc ce dialogue qui pourrait reprendre dans le cadre de la tripartite pourrait contribuer à l'enrichissement des projets de loi relatifs au statut et régime indemnitaire de certains secteurs clés comme l'éducation, la santé ou celui des imams. Et c'est un processus en cours. Celui de la santé serait en phase de finalisation, mais non sans quelques crispations avec les syndicats du secteur. Oui, les crispations, c'est aussi c'est la volonté des uns et des autres. Je suis en train de dire, si on a cette volonté d'aller, de discuter, on aboutira peut-être à un consensus. Vous savez, j'ai été en train d'expliquer ce matin que j'avais vécu une petite anecdote au niveau en Suède. Le ministre de l'Industrie m'a informé qu'il a discuté avec un syndicat d'une entreprise, le ministre, une année pour aboutir à la vente d'une petite partie du capital de leur entreprise. Ça a mis une année de discussion. Très calme, très tranquille, chacun campe sur ses positions, ils repartent, ils reviennent, ils repartent, ils reviennent. Au bout d'une année, ils ont trouvé l'accord qu'il faut, qui est consensuel entre les deux parties. Alors moi, je pense que le dialogue, ce n'est pas l'offre et la demande. Ça veut dire, vous me donnez, je demande et vous me donnez. Non. La discussion doit tenir compte des grands équilibres, de la discussion, des finances, de la portée, de l'impact social. Est-ce que ça toucherait les salariés? Et quel avantage peut tirer l'entreprise? Et ainsi de suite. Ça veut dire qu'il faut regarder le tout. Ça veut dire que le travailleur regarde que sa partie intérêt matériel, ça ne peut pas aboutir à grand-chose. Et l'employeur, il doit se dire, moi, quel est le gain que je dois tirer en essayant de larguer tout le monde? Non, c'est pas ça. Ça veut dire il faut. Donc, au sujet de ces projets de loi relatifs au statut et régime indemnitaire, de ces secteurs, ça pourrait prendre du temps, c'est ce que vous dites? Oui, il ne faut pas s'inquiéter de la longueur. Il ne faut pas s'en inquiéter, il faut trouver le consensus. Parce que quand vous avez un consensus. Vous pouvez comprendre quand même la frustration pour la certains travailleurs qui voudraient aboutir à un résultat. Oui, mais il y a aussi la frustration quand on aboutit à un résultat qui ne tient pas compte des intérêts des travailleurs, on tient compte uniquement de l'entreprise ou vice-versa. Oui. Ça veut dire que la frustration, quand on fait vite, quand on essaye d'aller vite, il y a quelque part quelqu'un qui est frustré. Oui. Donc, ce qui est recherché, c'est le consensus, c'est que l'accord aboutit à l'intérêt des uns et des autres. Ça veut dire ne pas affecter trop les finances de l'institution et de donner un droit aux travailleurs. Comment le trouver? Comment trouver cet équilibre? Donc, moi, je pense qu'on ne discute pas beaucoup. On n'essaye pas de réfléchir beaucoup. On n'essaye pas d'analyser beaucoup. Ça veut dire qu'on veut aller vite. Il y a de la demande, on veut aller vite. Madame Moukadam, c'est l'occasion... Si vous permettez juste de revenir sur l'allocation chômage. Oui, pour le congé spécial. Vous vouliez parler du congé spécial qui est... Juste avant de parler du congé spécial, je vais souligner qu'au mois d'avril 2024, les services concernés ont enregistré 2 8 354 bénéficiaires et dans le cadre de leur donner plus de chances de trouver un travail. Alors 415 892 bénéficiaires ont été orientés vers des offres d'emploi, 368 322 bénéficiaires ont été orientés vers des formations. Ce chiffre concerne la période du mois d'octobre 2022 au mois d'octobre 2023. Rapidement.
Un mot sur le congé spécial. Vous Alors, y teniez par rapport, on parlait Bien que je ne pourrais pas, de je ne pourrais pas l'entrepreneuriat, le résumer en un mot. Mais justement, mais je vais on parlait essayer, voilà. des mesures incitatives de l'État. C'est dans le cadre, en exécution des engagements de Monsieur le Président de la République, Monsieur Abdelmadjid Tebboune, et aussi notamment l'engagement numéro 44, et dans le cadre de l'entrepreneuriat, en réponse des aspirations des travailleurs salariés souhaitant entrer dans le monde de l'entrepreneuriat de manière qui est l'un des axes, qui constitue l'un des axes les plus importants sur lesquels s'appuie la politique nationale de l'emploi afin de créer de nouvelles opportunités économiques de manière à créer des postes d'emploi et de réduire le taux de chômage. Le législateur algérien a introduit un nouveau droit dans les relations de travail en promulguant la loi 2216 du 20 juillet 2022 qui offre cette chance finalement à l'entrepreneur, à l'auto-entrepreneur, qui permet aux travailleurs salariés de bénéficier d'un congé sans solde ou bien de recourir au travail à temps partiel pour pouvoir réaliser son projet et créer une entreprise. C'est important de le souligner, c'est un congé d'1 an extensible éventuellement. Oui, de 6 mois. Il peut le prolonger de 6 mois. Voilà. Je voudrais un mot, on revient à la concertation et au dialogue, à cette nouvelle loi syndicale qui a été beaucoup commentée. Il nous reste quelques minutes pour en parler. Certains disent que c'est une loi à laquelle il faudra accorder du temps pour qu'elle donne ses preuves. Quel est votre sentiment là-dessus ? La loi 2302, dans le cadre des réformes engagées par le secteur du travail, par les autorités publiques, dans le cadre de la réforme des révisions des textes législatifs et réglementaires, le secteur du travail a entamé lui aussi une réforme et des révisions des textes législatifs et réglementaires en matière de travail pour pouvoir accompagner les changements et les évolutions rapides que connaît le monde du travail. Donc, et pour adapter le dispositif existant aux dispositions de la Constitution de 2022, aux engagements de l'Algérie découlant de la ratification des conventions internationales. C'est dans ce contexte que la loi 2302 a vu le jour. Cette loi, elle constitue une réforme et un défi nécessaire pour promouvoir la liberté syndicale, protéger le droit syndical et favoriser la concertation et le dialogue social entre les partenaires sociaux en fonction des évolutions et des transformations politiques, économiques et sociales que connaît l'Algérie, qui nécessitent une nouvelle organisation du champ syndical, garantissant les droits et les devoirs des travailleurs et protégeant les intérêts de la société. Alors justement, M. Tagvoud, certains disent que cette loi va opérer une forme de mutation profonde dans l'expérience syndicale en Algérie et intégrer, peut-être ce dont on parlait tout à l'heure, intégrer le secteur économique qui est très peu, voire pas du tout représenté sur le plan syndical. Le secteur économique privé. Privé. Oui, mais vous savez, les lois peuvent être amendées, changées. On ne peut engager une réflexion si on ne l'applique pas. Ça veut dire qu'il faut qu'on aille vers l'application, la traduire carrément sur le terrain et voir les insuffisances qu'on peut décider de cette loi. On ne peut pas savoir. Moi, je ne peux pas dire. Par exemple, la numérisation de la représentativité syndicale, Oui. moi, je trouve qu'elle est géniale. Parce que ça permettrait aux syndicats d'être transparents, Oui. d'avoir sa représentativité claire, nette et précise. Moi, ça ne me choque pas. Ça choque peut-être d'autres, mais moi, ça ne me choque pas. Et, par contre, il y a peut-être des articles qui peuvent, bien compris ou mal compris, gêner un petit peu l'action syndicale. Mais on ne peut pas déceler l'insuffisance aujourd'hui. Ça veut dire qu'il faut essayer d'aller... Il faut laisser maturer bien évidemment, parce que les lois, on ne peut pas, comme ça, de prime abord, c'est vrai, ça peut remettre en cause des habitudes. Oui.
des habitudes. De mauvaises habitudes, c'est ce que vous voulez dire? On peut les qualifier de bonnes ou de mauvaises, mais ça remet en cause des habitudes. Quand on a cet article sur la séparation de l'action syndicale par rapport aux politiques... ça dépend. La bureaucratie aussi pour la déclaration de la constitution d'un syndicat ou d'une fédération syndicale. Vous savez, la politique, on ne peut pas interdire à un travailleur affilié à un syndicat d'être affilié à un parti ou d'être proche d'un parti politique. Ce qui est interdit, c'est le cumul de responsabilités, ce qu'on appelle le mélange des genres. Quand vous êtes responsable politique, vous ne pouvez pas être responsable syndical. À un moment donné... C'est incompatible. C'est incompatible. À un moment donné, on avait cette confusion. Des responsables exécutifs des partis sont responsables exécutifs du syndicat. Donc il y a quelque part un mélange des genres. Quelque part où il y a un qui prime sur l'autre, où c'est le parti qui prime un petit peu sa ligne de conduite et sa ligne idéologique sur le syndicat, ou c'est le syndicat qui commence à s'y intéresser, à imprimer sa démarche sur le parti. Moi, je trouve que c'est... Alambiqué. Oui, donc là, il faut séparer. Mais maintenant, les travailleurs sont en droit de choisir la politique qu'ils veulent, le parti qu'ils veulent. Ça, c'est pas un problème. Est-ce que vous trouvez qu'elle offre de nouvelles perspectives pour l'action syndicale en Algérie aujourd'hui, cette loi? Oui, voilà, perspectives. Et lesquelles précisément? Écoutez, moi, je pense que les syndicats doivent sortir un petit peu du schéma classique. C'est-à-dire? Le schéma classique, c'est le syndicat aujourd'hui. C'est un syndicat qui doit réfléchir, qui a des études et qui doit présenter des arguments, des dossiers. Le syndicat, ce n'est plus... Parce que vous pouvez créer comme vous voulez, vous pouvez sortir manifester si vous n'avez pas les arguments nécessaires, que vous n'avez pas l'étude nécessaire, l'analyse nécessaire, vous ne pouvez pas aboutir à grand-chose. Les syndicats aujourd'hui, ça travaille. Il n'y a pas, le fainéantisme cérébral n'existe pas dans les syndicats. C'est peut-être un problème de formation syndicale. Oui, peut-être de formation, d'apprentissage sur le tas, de militantisme, etc. Parce que quand il y a fainéantisme cérébral dans une organisation politique, syndicale, c'est foutu. Donc le mieux, c'est de réveiller un petit peu les consciences, de dire que dans un syndicat comme dans une organisation politique, c'est la réflexion, c'est la discussion, c'est l'analyse, c'est le travail, il faut produire des idées parce que c'est comme ça, c'est pas autrement. Vous croyez qu'à la FDGB en Allemagne, ils sont là à s'agiter du matin au soir en train de dire « non ». Vous croyez qu'à la FLCAO aux États-Unis, c'est la même chose? Vous croyez qu'à la CGT française ou à la CFDT, on s'agite et on sort? Non. Quand on sort dans la rue, c'est uniquement pour montrer une expression majoritaire des syndicats ou de populations de dire qu'on n'est pas d'accord avec telle réforme ou telle réforme. On terminera là-dessus, M. Takjout. Le temps qui nous est imparti est déjà terminé. Je vous remercie. Madame Mokadem, je rappelle que vous êtes sous-directrice de la législation du travail au ministère du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale. Merci à vous également, M. Takjout, Amar Takjout, c'est moi qui vous remercie. Secrétaire général de l'UGTA. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite une excellente suite des programmes sur notre chaîne et à bientôt.